On revient pour la suite et la fin avec vous, chers invités, et aussi avec vous, chers amis, toujours branchés pour les élections régionales et législatives de cette année. Le gouvernement annonce la création des commissions électorales locales indépendantes, c'est qu'en 6 au total, repartis sur tout le territoire national et couvrant les 117 communes. Les préparatifs vont bon train. Alors, Adam Adjanou, on commence par vous. Quelle sera la mission de ces séries? Non, bon, et avant même de rebondir sur cette question, j'avais voulu rebondir sur la question qui était restée en suspens, notamment la question de la santé que nous abordions. Pour moi, je pense qu'il serait de bon ton par rapport à ce que nous avions vu lors de la Covid, où les mesures ont été donc remontées plus hautes et on a vu le chef de l'État lui-même s'impliquer et naturellement créer donc un comité qui puisse donc suivre tout ce qui a été fait donc au niveau de la base. On a vu l'efficacité donc qui a été fait par rapport à ce dispositif organisationnel là qui était mis en place. Donc moi je me dis, étant donné que nous sommes en face et si nous nous référons sur les moyens mis en place que le gouvernement a déboursés pour donc lutter contre cette maladie, il n'est pas exclu que l'on puisse encore tomber dans les escarcelles d'une maladie qui pourrait donc affecter autant, disons, la bourse du gouvernement. Donc, il est de bon ton pour moi de toujours garder ces comités-là pour suivre également lorsqu'une campagne donc est lancée, pour faire en sorte que, pour mettre au pas dans le ministère où certains sont pratiquement dans la nonchalance en ce qui concerne l'efficacité à mettre en place. Nous le disons tantôt en ce qui concerne donc la campagne de grande envergure, qui n'est plus le cas comme ce que nous constatons par le passé. Donc je pense qu'il serait nécessaire que ce comité-là puisse toujours être mis en place pour permettre en tout cas aux autres campagnes concernant donc la santé pour avoir cette efficacité que nous avions connue, puisque c'est vrai que nous avons bénéficié à un moment donné de la souplesse liée donc à la Covid, parce que lorsque vous prenez aussi bien les mesures préventives, on dit c'est la poussière, si et naturellement nous avons les cache-nez, on nous parle également de la vaccination, etc. Sur ces mesures-là, c'est vrai qu'il y a eu la souplesse, mais je pense que si cela est remonté au plus haut sommet, on aura véritablement une efficacité. Donc, parlant donc de la mission de cette série-là, je ne pense pas qu'ils ont une mission assez différente, mais ce qui est différent, c'est justement disons, cette élection-là, lorsque nous prenons les élections régionales, on ne s'y connaît pas assez. Lorsque vous prenez, il n'y a personne au Togo ou pratiquement qui peut vous dire de quoi il est question, surtout en ce qui nous concerne. Donc, mais je pense que le rôle des CELI sont toujours restés intacts. C'est vrai qu'on les a élargis, compte tenu du fait que nous avons, disons, une organisation assez différente de ce que nous connaissons par le passé. Et donc, moi, je pense que cette organisation-là peut encore impacter en ce qui concerne l'efficacité, puisque ce que le Togolais n'aurait pas voulu encore, c'est naturellement d'organiser des élections où il y a des contestations. Et je pense qu'en ce sens-là, que ce soit au niveau de la CENI qu'au niveau du gouvernement, ces mesures-là permettront de pouvoir rassurer ceux qui vont participer à ces élections-là, même si nous estimons que certains le font de mauvaise foi ou sont pratiquement des mauvais partisans et ne veulent plus revenir pour apprécier l'efficacité de ce qui est mis en place. Mais je pense que c'est une option donnée donc à ces cellules-là et naturellement subdivisée avec les communes que nous connaissons, permettant véritablement de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Je veux parler des ressources humaines pour faire en sorte qu'on puisse prouver une certaine efficacité et éviter que ces élections-là ne soient des élections donc contestées, même si on sait que ces élections régionales, même comme je le disais tantôt, nous ne s'y connaissons pas assez, mais si nous faisons une similitude avec les communes que nous avions connues, nous avons senti qu'il n'y avait pas autant de pression en ce qui concerne donc les contestations, pour ne pas dire pratiquement qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait même pas de contestation. Tout à fait. Donc je pense que les exemples tirés de ces communes-là peuvent également être répétés au niveau des régionales. Les contestations, c'est souvent quand on a les élections présidentielles. Non, de toutes les façons, nous voulons bien que cet exemple-là puisse régenter les autres élections législatives et présidentielle pour qu'on refuse d'être, disons, des pays cités comme n'ayant pas bien organisé les élections, quels que soient les moyens qu'on met. Mais je pense que cette bonne volonté commence déjà par s'exprimer. Je pense que les partis politiques ou les leaders politiques pourront véritablement faire en sorte que un jour au Togo, on peut véritablement féliciter, que ce soit les élections présidentielles, qu'on puisse dire
au niveau de la structuration, ça a été efficace et féliciter au moins le vainqueur. Alors, l'efficacité, la bonne volonté, tellement de choses qui doivent être aujourd'hui, si on peut le dire, les ingrédients de la création de ces CELI, comme Adam l'a dit tout à l'heure, pour éviter des contestations après. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on parle des CELI, ce sont les démembrements de la CENI, qui est l'organe central, l'organe qui s'occupe de la gestion des élections. Donc, au niveau local, ces CELI ont leur rôle à jouer. Et ces CELI, vous savez, leur rôle, c'est d'implémenter toutes les décisions qui sont prises au niveau de la CENI, au niveau local. Donc, suivre le processus électoral, organiser le processus de révision des listes et cartes, donner les cartes aux gens. Et pourquoi pas le recensement, bien évidemment, aussi chapeauter tout ce qui se fait en matière de recensement au niveau local. Donc, aujourd'hui, ce qui va se faire est que les membres des CELI seront aussi, comment l'appelle-t-on là, connus. Et généralement, ce sont les présidents des tribunaux de première instance qui sont les chefs de ces CELI. Et donc, actuellement, est-ce que dans toutes les communes ou bien dans les 58 CELI, est-ce qu'on aura les ressources nécessaires? 56 CELI. 56 autant pour moi. Est-ce qu'on aura les ressources nécessaires? Les ressources, quand je parle de ressources, ce sont des gens qui s'y connaissent en matière électorale. Ce ne sont pas des gens qu'on copte à la va-vite, qui viennent remplir peut-être une structure organisationnelle et commencent par, en tout cas, tantonner, parfois aussi faire des cafouillages. Et c'est ça aussi, ça entache la régularité de ces élections, la crédibilité de ces élections, même si c'est au niveau local. Je pense que ça réjaillit sur l'ensemble du scrutin au niveau national. Donc il faudrait très tôt aussi détecter les bonnes personnes et éviter aussi, comme on le dit, les calculs politiciens. Parce que généralement, quand nous parlons des CENI et des CELI, ce sont des partis qu'on copte. Et c'est les militants qu'on envoie au niveau de ces structures dites autonomes, dites indépendantes. L'indépendance avec des membres des partis politiques, c'est à relativiser. Donc, moi, j'ai peur que des gens, une fois au niveau de ces structures, continuent toujours par tirer le drap vers leur côté. Et généralement, ça débouche sur des crises. On a vu au niveau même national, une fois où on voulait procéder à la proclamation des résultats, et il y a eu des scènes là qui n'honorent pas véritablement le pays, qui se sont déroulées. Et ça aussi, ça a entaché un peu la régularité de ces élections et l'image que les gens ont eue de notre pays en matière d'organisation des élections. Ça faisait partie aussi. Et ça, c'est pourquoi je parlais des ressources humaines adéquates qui s'y connaissent en matière électorale. Et ça, c'est le pouvoir central qui devait commencer déjà par aller vers ce travail organisationnel en formant des gens de façon localement sur les élections et aussi au niveau des institutions. Je veux parler aussi des organisations de la société civile qui travaillent aussi sur des thématiques en lien avec les élections, en lien avec la démocratie, en lien avec peut-être il y a d'autres thématiques plus pointues en matière de développement, en matière de planification et autres là. Ces organisations de la société civile peuvent aussi de façon localement commencer par former les membres des partis politiques à l'organisation des élections. Et là, quand on aura à former ces structures-là, je pense qu'on aura de la ressource humaine adéquate et, disons, qualifiée pour pouvoir conduire ces processus électoraux au niveau local. Mais sans cela, nous aurons peut-être des gens qui vont venir, qui vont s'essayer, qui vont aller de tâtonnement en tâtonnement, de rafistolage en rafistolage, et cela ne va pas donner vraiment le caractère pluraliste et technique des élections comme les populations l'auraient soulevé. Et cela, généralement, ça débouche sur des crises post-électoraux, et ça vraiment des crises post-électorales, autant pour moi. Et vous savez, quand il y a de ces crises-là, la fracture social, c'est pas bien. Alors, déjà, Emmanuel Vivien Tomi, il faut déjà éviter les contestations à partir de la création de ces CELI. Et c'est ce que Ibrahim Macha a essayé de dire. Il faut tout d'abord, avant de répondre à ta question, saluer le travail qui a été fait par la CENI, mais aussi le travail fait par le ministère en charge de l'administration territoriale
et donc l'ensemble du gouvernement. Parce qu'avant qu'on en arrive à la décision du gouvernement créant ces CELI-là, il y a eu un travail qui a été fait en amont, notamment par les techniciens de la CENI. Et aujourd'hui, le Togo n'a pas une CENI dite technique parce que c'est toujours des partis politiques qui cooptent des personnalités pour siéger à la CENI. Mais vous allez remarquer avec moi qu'avec l'expérience que certains membres de la CENI ont aujourd'hui, on tend vers une CENI pratiquement technique. C'est la provenance des membres de la CENI qui continue par donner cette coloration politique. Mais ne nous trompons pas, dès que vous arrivez à la CENI, en principe, quelle que soit votre provenance, votre parti politique de provenance, vous devenez un commissaire ayant une mission bien déterminée pour l'État. La preuve, il prête serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, vous n'êtes plus normalement lié ni par le parti qui vous a mandaté, ni par celui qui a acté votre désignation à la CENI. Vous travaillez pour le peuple et rien que pour le peuple. C'est en cela que les membres de la commission électorale dans plusieurs pays, et surtout aussi les premiers responsables de ces commissions-là, sont obligés d'être objectifs, de faire un effort, de ne pas prendre parti et surtout de participer à l'organisation des élections transparentes, crédibles et aux résultats acceptés et acceptables par tous. Aujourd'hui, la création des séquencies CELI, ce n'est que la transposition des antennes de la commission électorale au niveau national dans nos milieux, je veux dire, à la base. Et ces CELI, effectivement, feront les mêmes choses pratiquement qu'au niveau national. La CENI va faire, c'est-à-dire organiser, superviser, gérer les élections et transmettre les résultats. Tout à l'heure, mes confrères disaient que est-ce qu'il y a eu des contestations? Oui, il y avait eu des contestations. Il n'y a eu... Au niveau de la création des CELI? Non, par rapport aux élections locales passées. Il n'y a eu aucune élection au Togo, du moins... qui ne soit entachée de contestation. Du moins pour le moment, il n'y a pas de recours, mais il y a des recours qui sont souvent déboutés, il y a des recours qui n'aboutissent pas. Il y a des recours qui sont annoncés, mais qui ne remplissent pas aussi les conditions pour être à l'étude. Et vous savez, des contestations également sans preuve. Il y a des contestations sans preuve. Et vous savez qu'une fois même, la Cour constitutionnelle a remis en cause certaines décisions, certains résultats de la CENI. Mais bien sûr, ça vient sur des preuves par exemple. Et aujourd'hui, le Togo a une chance, d'éviter pratiquement la violence. On n'a plus assisté à des élections suivies de violence, comme on avait l'habitude de le voir. Ensuite, la Cour constitutionnelle met directement aussi, quoique pour moi, ça fait encore des coups pour le pays, mais la Cour constitutionnelle met aussi des observateurs. Non, il n'y a pas que ça. Je l'ai vu également récemment au Bénin, où la Cour constitutionnelle également a mis des observateurs sur le terrain. J'ai eu la chance de participer à une rencontre internationale des cours constitutionnelles des pays. Et il y a eu beaucoup de vérité là-bas, le rôle que les cours constitutionnels jouent dans la paix dans le pays. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette déconcentration et décentralisation du travail de la CENI, donc avec les nominations des CELI, on peut dire qu'on est arrivé à une phase décisive de l'organisation des élections. Les jours à venir, on en saura encore plus sur comment ça va fonctionner. Et le Togo devra, en principe, si on se fie au discours de souhait du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, le Togo devra en principe organiser cette année au moins 2 élections, régionales et législatives. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que beaucoup d'organisations ont recommandé et beaucoup de citoyens ont souhaité
qu'on en arrive une fois à une élection couplée. Des élections couplées. Maintenant, quelle élection on peut coupler avec quelle autre, ça, les spécialistes peuvent en parler. Mais l'histoire montre que quand on arrive à coupler les élections, ça fait un peu d'économie pour le pays. Vous voulez qu'on attende 2025 Non, pour toutes les élections? Je ne peux pas dire ça. Normalement, le calendrier, sauf un problème, le calendrier doit être en principe respecté. Mais au niveau du gouvernement et des acteurs politiques, comme il y a une concertation en cours, une concertation permanente, il faut qu'on en arrive à des élections couplées pour faire de l'économie pour l'État. Parce que je sais qu'une élection, il faut un minimum de 14 ou 19 milliards pour l'organisation directe. Sans oublier alors que ça fait plus quand les élections sont séparées. Oui, non, maintenant si les élections sont couplées, on ne peut pas faire plus de 19 milliards par élection. Même si ça dépasse 19 milliards, ce serait rentable pour le pays parce qu'on aura à faire une économie. Ensuite, au niveau des partis politiques, par exemple, c'est plus facile de faire une campagne couplée pour les législatives et la présidentielle, pour les municipales et peut-être les régionales, que de faire des campagnes élection par élection, parce que beaucoup de partis politiques, justement, n'arrivent pas à programmer un budget pour leur campagne, ce qui fait qu'au dernier moment, on assiste à des campagnes ratées, parce qu'il faut se dire la vérité aussi. Et c'est dommage, parce qu'en principe, un parti politique devrait être capable de faire un budget sur 5 ans, sur 3 ans au moins, sur 2 ans, pour savoir que en 2025, il y aura les élections présidentielles. Si nous voulons être candidats, déjà en 2023, on doit commencer par chercher le budget. Donc, au niveau gouvernemental, la mise en place des CELI ou la désignation de ces CELI-là donne le ton. Au niveau des acteurs politiques, des partis politiques, il faut se réveiller et faire aussi un travail. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour chercher des citoyens qui ne sont pas membres de votre parti pour vous représenter dans les bureaux de vote. Il faudra faire tout cela dès maintenant. Alors, Adam, il parlait des partis politiques. C'est une question. Est-ce qu'il faut une concertation entre les acteurs politiques au Togo avant de penser à la création des CELI, ou bien ça revient strictement au gouvernement de le faire? Donc, je pense que lorsque vous prenez les CELI, la nomenclature des CELI inclut naturellement le regard des partis politiques. Et ça n'a pas une connotation assez différente de ce que nous connaissons au niveau de l'institution mère qui est donc la CENI. Et c'est la même chose qui se répète au niveau des CELI, à la différence qu'il y a certains partis politiques qui ne sont pas représentés naturellement au niveau de la CENI qui peuvent l'être au niveau des CELI. Donc c'est la même chose qui se fait. Mais moi, le regard que je voulais porter, c'est vrai que nous avons dans certains de nos pays où certains ont opté pour des CENI assez techniques. Et naturellement, lorsque vous prenez un CENI technique, ça a aussi des répercussions au niveau des CELI. Lorsque vous prenez aujourd'hui au Togo, je pense que nous avons un problème lié donc au timing. La fois dernière, j'ai eu la chance de participer en tant qu'observateur lors de ces élections législatives et dans les discussions que nous avions échangées avec aussi bien le président de leur Sénat, là-bas c'est la Sénat du Bénin, et ils ont également un direction générale. Comme c'est une CENI technique, il y a une direction générale des élections, la même chose également au niveau du Sénégal. Je ne dis pas fondamentalement que c'est un référent qu'on peut implémenter dans tous les pays, mais l'essentiel au niveau du timing, c'est qu'au Bénin actuellement, avec la parenthèse de 2019 qu'on n'a jamais connue, aujourd'hui, vous prenez le Bénin depuis l'historique de la démocratie, vous savez véritablement à quelle date se tiendront les élections présidentielles, à quelle date le président prendra fonction. La même chose au niveau des élections législatives, ce qui n'est pas naturellement le cas au niveau de chez nous, mais lorsque vous le prenez, ce sont des indices qui affectent, en tout cas... Nous savons à peu près la date aussi. Hein? Oui, nous le savons, mais je vous dis précisément, ça dit que c'est précis et c'est très clair. Vous savez, à telle date, il y aura élection. À telle date, tel prendra fonction. Aussi bien au niveau des législatives qu'au niveau des présidentielles. Chez nous aussi, ça et je pense que ça existe, mais quand même, nous avons des problèmes. Ce que dit Adam est très important. Parce que quand vous êtes dans une république,
il faut aussi s'illustrer par des manières les plus policées pour se faire les précisions pour se faire respecter. Aujourd'hui, nous avons des institutions dans ce pays qui ont déjà dépassé leur mandature. Il y en a un, on peut le citer à sa cité. La Commission des droits de l'homme, la Hague, la loi dit que tant que la... Non, c'est ce que nous médiocre. Non, c'est pas ça. Les anciens continuent. Ce sont des maladresses togolaises qui ne sont pas bonnes. Non, ce que nous voulons pour nous sommes d'accord. C'est pas bien que les institutions ne soient pas changées à temps, mais il y a les dispositions. Tant que les nouveaux membres ne sont pas élus, les anciens continuent. Oui, c'est ce qui fait que lorsqu'on met dans la balance, nous disons que nous sommes dans une république. Une république doit se faire respecter. Les États sont aujourd'hui en concurrence. Et quand vous décidez d'être en marge, de tenir la queue du peloton, ça fait votre problème. C'est votre pays qui en pâtit. C'est le développement de votre pays qui en pâtit. C'est la respectabilité de votre pays aussi qui en pâtit. Donc le Togo doit aussi imposer le respect. Donc lorsque les institutions, et moi je me tiens aux paroles du ministre qui dit ça pose problème. Le ministre a rassuré la dernière fois que toutes les institutions, il a rassuré justement que toutes les institutions, nous on n'est pas porte-parole du gouvernement ici, mais nous ne sommes pas des porte-parole du gouvernement. Mais nous disons des maladies, nous avons vraiment cette possibilité d'alerter, de dire tout à fait ce que nous faisons au pays, faisons tout pour que notre pays se fasse respecter. Nous n'allons pas nous changer du gouvernement. Voir aussi ce que le gouvernement donne comme argument. Ce n'est pas normal que les institutions ne changent pas de membres. Nous sommes d'accord là-dessus. En démocratie, il faut mettre du sang neuf, même si c'est les anciens qui reviennent. Il faut quand même que ça respecte, les normes. Les tests. De respecter les tests. Justement, le respect des tests, c'est ça la démocratie. Il y a un mandat de 4 ans au niveau de cette institution. À telle date, il doit avoir l'élection. On doit pas quand même... Mais là, pourquoi on ne va pas faire un débat. Pourquoi ça freine justement? Parce qu'il n'y a pas une volonté, c'est tout. Et c'est ce qui affecte naturellement la bonne foi et la réglementation idéale qu'on aurait bien voulu avoir. Et les populations ont foi en leurs responsables. Ça crée de la confiance. Mais quand on va de coq à l'âne, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'agenda même, sur les tests même de la République, ça pose problème. Il y a un problème de confiance qui s'instaure. Et donc nous demandons à nos autorités de tout faire pour qu'on en arrive à des institutions qui sont dans leur délai réglementaire. Et là, ça fait foi et les populations vont s'en réjouir pour avoir une démocratie vertueuse. Les autorités, mais ils demandent plus. Il faut faire mieux. Je ne dis pas le contraire. Dans une démocratie, ça moi je le rappelle encore, dans une démocratie, les institutions ont des mandats bien définis qu'il faut respecter. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle les cas de force majeure. Il y a ce qu'on appelle les périodes de parenthèse. La Covid est passée. Comme par exemple, la pandémie de Covid, les questions des attaques terroristes. C'est des cas de force majeure. La guerre en Ukraine aussi. Non, c'est une façon de parler. Tout à fait. Plus sérieusement, effectivement, nous devons exhorter même les autorités togolaises à tout mettre en œuvre pour que les institutions respectent leur mandat. Il y a même plus que ça, il y a des institutions où il y a des membres qui sont décédés. Il y a des membres qui ont quitté le navire, mais qu'il faut remplacer sans nécessairement faire un changement de l'ensemble. Et c'est en cela que je vous rappelais juste les propos du ministre chargé des institutions de la République, porte-parole du gouvernement, un homme politique, Monsieur Trimois, docteur Christian Trimois, qui disait qu'il rassure les Togolais que dans les jours, mois à venir, parce qu'il faut quand même des mois. C'est pas précisé aussi. C'est pas précisé aussi. Le Togo fera un effort pour que les institutions qu'on doit renouveler soient renouvelées à temps. Mais je pense que nous avons le droit
d'émettre ces critiques-là vis-à-vis du gouvernement. Et des réserves naturelles. Nos émissions, et ils vont tenir compte. Beaucoup. Mais si ce n'est pas encore changé, les anciens membres, si on prend le cas de la HAC par exemple, les anciens membres continuent à travailler jusqu'au renouvellement de l'institution. Alors, ils suivent l'émission, on va peut-être les saluer pour la fin qui commence. Non, bien sûr, nous saluons les autorités de notre pays qui font un travail louable pour l'ensemble de nos populations. Quand vous prenez un peu la thématique sur le terrorisme, vous voyez le chef de l'État qui s'implique, qui est très impliqué. On le voit souvent. Il fait des descentes sur le terrain, il galvanise la foule, il donne beaucoup de courage aux forces armées togolaises de continuer toujours par tenir nos frontières. Il disait tout récemment, même lors d'une rencontre dans la région, qu'aucune portion de notre territoire ne sera cédée. Même pas une petite parcelle. Même pas une petite parcelle. C'est la détermination. Et moi, je pense que c'est l'engagement à protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Autre cela aussi, nous avons les ministres aussi qui font de leur mieux. Quoi qu'on dise, vu les contextes aussi mondial plutôt, la pandémie où on venait de parler de ça, la guerre en Ukraine, l'inflation et tout ça là, ils font de leur mieux pour que la population se porte mieux. Donc nous leur adressons vraiment nos saluts, nos félicitations, qu'ils continuent et qu'au niveau de l'action gouvernementale aussi, on voudrait sentir encore plus d'ardeur à leur niveau pour le bien de nos populations. On a encore 60 secondes. Emmanuel, on va partager cela. Non, il a déjà parlé. Pourquoi on commence par vous. Bon, c'est ce qu'il faut dire. Moi, je pense que plus que certains pays, même moins également que d'autres, nous venons tout à l'heure de citer le cas du Bénin en ce qui concerne l'organisation des élections. Mais n'oubliez pas également que le Togo a été aussi un référent en ce qui concerne le fait que c'est récemment que Patrice Talon a appelé à l'organisation, aux réformes dans le secteur des médias. Ça veut dire quelque part que le Togo a franchi énormément des pas et les Béninois, lorsque vous allez les confrères, en parlent que c'est une très bonne initiative et donc je pense qu'aujourd'hui il faut interpeller les confrères que l'initiative n'est pas de limiter en tout cas les professionnels des médias dans la coopération, mais c'est que l'on ait une même lecture dans l'exercice de la profession. C'est ce qui amène donc à ces réformes-là. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes très bien vus en ce qui concerne ces référents-là et que l'on ne doit pas quand même les biaiser. C'est une chose importante qui nous rehausse également l'image. Emmanuel, Vivien, vous avez 10 secondes. Juste saluer le travail qui est fait en matière de lutte contre le terrorisme. Et surtout la descente du chef de guerre, le chef suprême de l'armée du Togo, le chef de l'État Faure Gnassingbé, et le ministre de la Sécurité et tous les ministres. J'admire cette façon d'aller poser valise à Dapaon et de mener des activités. Et surtout, cette phrase-là, nous n'allons céder même pas une petite parcelle aux terroristes. Demandez aussi aux acteurs politiques de prendre les dispositions à temps. Il ne faut pas toujours se laisser surprendre par l'organisation des élections parce que déjà en 2020, tout le monde savait qu'en 2025, il y aura les présidentielles. Il ne faut pas attendre le dernier moment, il faut travailler et puis s'organiser. Pourquoi pas chercher les moyens pour pouvoir agir sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci également à Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Infini, merci à vous, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. On dit également merci à nos chers amis, toujours branchés. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.